Tu sais, le mouvement MeToo, je trouve que ça nous invite à ça, nous autres, les gars. Nos comportements défensifs ont fait des torts aux femmes, à d'autres gars, puis à nous. À nous. Exact. Fait que là, cette invitation-là, là, c'est pas juste de dénoncer nos comportements défensifs, mais c'est d'apprendre à mieux s'occuper de nous. Aujourd'hui, sur le chemin vers soi, on parle de sensibilité masculine. Mon invité, Yvan Faneuf. Il est thérapeute en relation d'aide depuis plus de 30 ans. Il est conférencier, animateur et formateur au Centre de relations d'aide de Montréal. Il s'intéresse à l'émotivité masculine depuis plusieurs années et complète actuellement une maîtrise sur la culpabilité et l'insécurité chez les hommes. Il est finalement l'auteur de 3 livres qui se sont vendus à des milliers d'exemplaires, dont voici le best-seller « Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme ». Aujourd'hui, sur le chemin vers soi, on parle de sensibilité masculine. Mon invité, Yvan Faneuf. Salut Yvan! Salut Sébastien. Premièrement, merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir parler des hommes sur le chemin vers soi. Je dois t'avouer que ça me fait vraiment plaisir de te recevoir ici. Puis ton livre, Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme, c'est un livre qui m'a interpellé en tablette. Je l'ai pris, j'ai commencé à le lire. J'ai trouvé ça extraordinaire, l'information qu'il y avait là-dedans. Et je dois t'avouer que je m'emmène dans cette entrevue-là aussi avec une certaine fébrilité. Parce que, en tant qu'homme qui chemine, ton livre m'a fait faire des réflexions, m'a fait découvrir des choses à propos de moi que malgré le cheminement que j'ai fait, c'était caché de ma vue. OK, je comprends. Fait que ça m'a vraiment touché à des endroits que je ne m'attendais pas. Puis j'arrive avec ça dans cette entrevue-là, toujours imprégné de la qualité, mais surtout de la puissance de ce livre-là pour se révéler à soi. Ben, j'apprécie. Puis, tu sais, ça me fait penser pourquoi j'ai eu envie de faire ça aussi avec toi. C'est que j'ai entendu, tu sais, ce cheminement-là comme gars que tu fais aussi. Et ça me rejoint, puis ça m'a donné le goût encore plus de faire ça avec toi, là, cette entrevue-là. Là. C'est ça mon travail, en fait. Aider les gars à être plus sensibles à eux pour mieux s'occuper d'eux. T'es un gars qui chemine depuis longtemps, de ce que j'ai compris. Puis toi, la sensibilité masculine, c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi. Ça t'interpelle parce que je pense que tu fais un bon bout de chemin là-dedans depuis longtemps. Ça vient de où, cet appel intérieur-là, d'aller regarder ça chez toi? Ça n'a pas toujours été quelque chose que je recherchais à connaître et à écouter. Mais je me rappelle que rapidement, quand j'étais jeune, je regardais mon père aller. Je trouvais ça triste. Parce que je le voyais pas heureux, puis je le voyais pas capable de s'occuper de lui adéquatement. Sans que je pense à ça, tu sais, de façon bien consciente. J'observais ça. Exact. Des images où je vois mon père pas heureux, puis les actions, les réactions qu'il a lui attirent encore moins de bonheur. Fait que là, moi, je le regarde, puis je trouve ça triste, puis ça a un impact sur toute la famille, là. Comme moi, je voulais pas être malheureux comme ça, je le regardais aller, puis je le savais qu'il était pas heureux, mon père. Mon père, c'était un bon monsieur, là, très responsable. Tu sais, on a été 7 enfants, puis il nous a tous éduqués, on a tous eu ce qu'on avait besoin. Mais lui, il avait pas l'air heureux. Puis il l'était pas. T'sais. Fait que j'avais ça dans la tête, tu sais, mais sans savoir que mon propre malheur à moi viendrait du conditionnement masculin. Je n'étais pas conscient de ça. Puis je voyais bien que mes réactions n'étaient pas satisfaisantes pour moi dans mes relations. Mon père, c'était un homme qui parlait pas. Pas rare dans ce temps-là. Évidemment, ben oui. C'était Cette ça, là. génération-là, Ben oui, il parlait pas du tout. Puis c'était un intellectuel. C'était un homme qui, pour lui, les émotions, c'était une perte de contrôle. Donc, il voulait toujours garder le contrôle. Même mon père, à toutes les années, 1 an et demi, 2 ans, il pétait une coche, là.
Lui qui aimait le contrôle des émotions, là, il le perdait totalement, le contrôle de ses émotions. C'est une question de refoulement. Et moi, je voulais pas être comme ça, mais j'ai répété la même chose. C'est-à-dire que je vivais des choses, j'aimais la femme avec qui j'étais, je vivais des choses, mais je le savais pas. Et je refoulais, puis moi, je voulais pas être comme mon père. Donc, qu'est-ce que je faisais une fois que j'étais chargé de malaise, de besoin, de manque, d'insatisfaction? Je m'en allais, sans explication. Une fois parti, bien là, la personne n'est plus là. Après quelques semaines, les malaises s'en vont. Là, tu dis, ben non, je l'aimais, cette fille-là. C'est quoi cette affaire-là? Reviens ensemble. Les malaises reviennent, silence, impuissance à m'occuper de moi. Parce que, tu sais, une émotion, c'est un émetteur. C'est un émetteur de l'identité. C'est-à-dire que ça te parle de toi. Si tu as de la peine, c'est parce qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui a de la peine, si tu as de la colère. Mais si tu coupes l'émetteur, parce que tu veux être un vrai gars solide et fort, oh, ça veut dire que tu n'as plus accès à toi, à ce que tu ressens, à tes besoins, à tes limites, à tes malaises. Fait que c'est ça l'idée. Avoir accès à l'émetteur, savoir ce qui t'habite pour mieux t'occuper de toi. Puis déjà là, Sébastien, là, on est confronté au conditionnement masculin qui dit de faire le contraire. Bien, c'est parfait parce que je veux qu'on en parle. Tu sais, ton livre, entre autres, dénonce une certaine virilité sociale qui est encouragée dans la société. Elle est tellement présente qu'à la limite, on la voit plus, on ne sait plus qu'elle est là, elle est acceptée. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel pour un gars de répondre à ça. Qu'est-ce qui se passe dans la société? Pourquoi que c'est comme ça? Bien, ça part de loin. Hein? D'abord, tu sais, c'est encouragé, c'est valorisé. Ça me fait penser... bon, ça bouge quand même. Socialement, on fera des différences entre notre génération puis aujourd'hui. Il y a des choses qui bougent, mais il y a des choses qui restent. À mon avis, dans ce que moi j'observe, je ne suis pas sociologue, là. Tu sais, quand j'étais plus jeune, à l'adolescence, moi, je me suis battu beaucoup. Hein. Beaucoup. À chaque semaine. T'sais. J'étais dans une école secondaire, puis j'étais terrorisé. Mais il n'était pas question de passer pour un peu heureux. Fait que je me battais. T'sais. Puis j'étais pas heureux dans ça, là. Je te dis ça, puis je suis pas fier de ça. Mais ce qui m'a encouragé à continuer, là, c'est l'espèce de frénésie quand tu te bats, puis qu'il y a une foule autour qui t'encourage. Fait que moi, j'étais mêlé. J'étais jeune, j'aimais pas la violence, je pouvais être quand même doux, mais j'avais des aptitudes physiques, sportives assez... tu sais, je me battais, je perdais pas souvent. Puis là, très jeune, j'avais des gens qui me valorisaient dans le fait que j'avais été violent. Fait que c'était une façon d'aller chercher de la reconnaissance pour toi, de te battre, puis qu'on crie ton nom derrière. Come on, Yvan, vas-y. Ben oui. C'était important pour toi, ça venait te nourrir en quelque part, là. Mais dans le besoin de reconnaissance, de valorisation, Ouais. d'amour. Moi, je comprenais pas parce que les premières fois que je m'étais battu, c'était pas ça que je cherchais. Et là, tout d'un coup, tu commences à avoir un aura dans le quartier. Là, moi, c'était la gang à Faneuf, puis c'était le quartier à Faneuf. Moi, je savais pas ça. Je change de quartier, puis là, je m'en vais promener dans un autre quartier, puis là, c'est toi, Faneuf, puis ouais, tu sais, puis là, il paraît que t'es fort, en tout cas. Mais c'est toute la valorisation qui envoie comme un double message. Voyons, je suis pas heureux, là, moi, de me battre, là. J'aime pas ça, puis j'ai peur. Mais il n'est pas question que j'aie de l'air faible. Exact. Je sais pas, toi, mais nous autres, dans mon coin, la pire insulte qu'un gars pouvait avoir, là, c'était de se faire traiter de whiff. Okay. T'as-tu déjà entendu cette expérience? Ouais, ça me dit quelque chose. Mais moi... C'est pas fort, whiff, là. C'est comme... C'est exact. c'est faiblette pas mal, là. Tu sais pas c'est quoi, mais tu sais, faut pas t'aller l'air de ça. Exact. Puis moi, j'étais jeune, puis je voyais bien cette game-là de se faire traiter de whiff, faut pas avoir l'air d'un whiff, puis tu sais pas trop c'est quoi, mais hey, c'est à l'âge de 30 ans que j'ai compris ce que ça voulait dire. Whiff, c'est wife. C'est femme. Ah, voilà. En anglais. Voilà. Fait que si t'étais pas tough, si tu correspondais pas, tu te faisais traiter de femme. Mais tu savais pas c'était ça, mais là, ça touchait directement l'identité. Tu fais pas partie des gars. T'es pas un gars. Et là, ça part un système que tu veux prouver que t'es un gars. Puis on a chacun notre façon de
de vouloir prouver ça. Là, tu sais. Fait que c'est l'espèce de reconnaissance de la puissance. Tu sais, qu'elle soit physique, sportive, intellectuelle, sociale, financière. On est encouragé, les gars, à démontrer de la puissance. C'est pas que c'est mauvais d'avoir de la puissance. Tu sais, l'espèce de virilité sociale, c'est que quand tu commences à vouloir démontrer une puissance qui n'est peut-être pas nécessairement vraie, ou pour cacher puis masquer l'homme aussi vulnérable que tu es et sensible, là, tu es en train d'installer un masque qui va te rendre malheureux. Et moi, c'est ce chemin-là que j'ai suivi. Justement, tu sais, ce livre-là, Yvan, tu l'as écrit, je veux qu'on parle des hommes en général. Bon, tu es un thérapeute, tu fais des formations, tu en rencontres des gars. Oui, oui. Ce livre-là, il a été écrit en 2001. Oui. Ça fait quand même 20 ans. Oui. Qu'est-ce que tu reçois de la part des gars en 2022? Les gars, puis certainement que ça va nous amener à parler un peu du mouvement MeToo parce qu'il y a une évolution, puis ça a créé un autre élan pour les gars. T'sais. Moi, ce que je vois, premièrement, il y a beaucoup de gars intéressés à travailler sur eux. Et pas nécessairement dans ce que moi je rencontre, là, pas par culpabilité, là. Pas parce qu'ils sont poussés par leur conjointe ou... parce que... il y a des gars qui viennent me voir, puis ils veulent savoir comment s'occuper d'eux comment s'occuper de leur malaise, comment s'occuper de leur colère, comment s'occuper de leur manque, de leur peine, de leur désir sexuel avec leur blonde sans être des agresseurs, sans être, avoir la bonne façon. Fait qu'il y a un intérêt pour les gars en ce moment. Je parlais avec un gars qui anime des groupes d'hommes, qui me disait que, il y a 5-6 ans, ces groupes d'hommes, il y avait à peu près 14 participants. Il en a fait dernièrement, ils sont 45 par week-end. Wow. Il y a quelque chose qui bouge chez les gars, qu'on a envie d'apprendre à s'occuper de soi adéquatement et d'être mieux aussi avec nos compagnes. Le mouvement MeToo, au départ, puis moi, tous les gars que je rencontre sont tous d'accord avec ça. Ouais. Ils sont tous d'accord avec ça, la dénonciation de la violence puis des abus faits aux femmes ou à d'autres hommes par des hommes. T'sais. Et le premier temps, ça a été la dénonciation, puis il y a eu possiblement des résistances à ça. Puis là, c'est correct. Là, on est parti dans dénoncer tout ça, ça a sa place, c'est important. Là, on rentre dans l'ère de OK, maintenant qu'on a dénoncé les gars là, qui ont des problèmes d'abus puis de comportement dominateur, défensif, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres? Fait que le mouvement MeToo là, nous amène là. Là, les gars, c'est le temps qu'on regarde comment s'occuper de nous. Parce que, tu regardes les héros, c'est qui le héros number one aujourd'hui, là, masculin, là? Pour moi, c'est James Bond. Mais tabarouette, c'est une brute, ce gars-là. Oui, entre autres. C'est une brute. Il y a un James Bond qui a évolué quand même. Oui. On s'entend, Yvan, qui Oui. est parti des premiers James Bond, là, t'es très glacial, au-dessus de ses affaires macho Oui. au maximum. Oui. Là, supérieur. Là, on a un James Bond qui est plus humain, qui rentre plus dans sa vulnérabilité. Mais quand même, c'est pas ça qui est mis de l'avant-plan. Non. Il est invincible. Non, il est invincible. Pointe à la ligne. C'est une brute. Et à certains moments, envers sa blonde ou sa fille, son enfant, là, il devient... Puis c'est un solitaire, ça, c'est bien important. Le héros masculin, là, c'est un solitaire qui n'a pas de besoin affectif. C'est ça le drame du conditionnement masculin. Tous les héros masculins n'ont pas de besoin affectif. C'est les autres qui devinent leurs besoins. C'est la femme qui devine les besoins, c'est les gars autour qui devinent les besoins. Un vrai gars, là, ça nomme pas ses besoins affectifs. Besoin d'être aimé, reconnu, écouté. Et c'est ça le gros drame. C'est plus juste, aujourd'hui, c'est plus juste de est-ce que tu as de la peine? Est-ce que tu as peur? Tu sais, il y a un cheminement. Tout à l'heure, je te disais qu'on allait revenir là-dessus. Moi, je vois les jeunes là, en bas de 35 ans que je reçois en thérapie. Écoute, je suis impressionné. Ils vont arriver, ils vont me dire « Ah, j'ai peur. Ça m'a fait de la peine. J'ai honte. »
les gars de 40, tu pognes des gars de 45 ans et plus, là, qui viennent me voir, là, ben, j'ai pas aimé ça. OK? Et? De moins en plus. Non, ça m'a fait chier, tu sais. OK? Là, c'est moi qui vais mettre des mots. Puis lentement, il récupère l'émetteur. J'aimerais ça prendre le temps de lire. Tu as fait un genre de sondage. Comme dans ton livre, tu dis, d'après une enquête auprès d'une quarantaine d'hommes qui ont suivi tes ateliers, les valeurs identitaires qui soutiennent la virilité sociale des hommes prônent l'affirmation, la supériorité en quasi tous les domaines, la force physique et morale, l'infaillibilité, l'endurance physique et morale, l'insensibilité physique et morale à la dureté et à la violence, la supériorité rationnelle et physique. Puis je vais renchérir avec une première affirmation. Un vrai homme doit être grand, costaud, ne jamais avoir de doute, posséder une grande capacité à faire des choix justes, être toujours prêt sexuellement à la génitalité sans avoir besoin de préliminaires. Ça, c'est le summum. Comment je peux dire ça? On est tous conscients qu'on n'atteint pas ça, là. Clair. Tu sais? On pousse à l'extrême, mais on le pousse. On veut ça. c'est un condensé, là, ce que je suis en train de Oui, lire tout là. à fait. Puis je trouve ça important parce que c'est pas... Tu sais, les gars pourraient se priver de prendre conscience qu'ils portent ça en se disant, ben voyons, j'ai pas ça. Non, non, tu peux descendre un petit peu puis te dire jusqu'à quelle mesure tu portes ça. Parce que c'est ce que le conditionnement masculin nous encourage. Tu sais, moi, je parle des fois avec des filles qui me disent que leur chum, sexuellement, tu sais, ils veulent beaucoup, puis ils sont beaucoup dans la sexualité, puis tout. Puis c'est drôle, moi, j'ai des gars qui me parlent, puis qui me disent que des fois, ça leur tente pas, mais ils le disent pas. Je comprends. Non. Puis ce qu'ils vont faire à ce moment-là pour s'assurer d'être dedans, ils vont penser à de la pornographie, ils vont essayer de s'allumer pour être sûr de ne pas arriver puis dire à sa blonde, écoute, à soir, je suis pas dedans, là, ça me tente moins, là, tu sais. Dans un souci de correspondre à cette image-là, on porte déjà ça en nous, puis en même temps, c'est quelque chose qu'on se doit inconsciemment de faire, sinon il y a quelque chose qui est en jeu qu'on peut perdre. Ben, c'est un sentiment d'humiliation, tu sais, je suis pas à la hauteur de... Je suis pas à la hauteur. De tout ce à quoi je dois correspondre. Puis, imagine, on donne cet exemple-là dans la sexualité, mais on l'a ailleurs aussi, que le gars commence à trouver des moyens comme ça pour essayer de toujours correspondre, qu'il est prêt sexuellement, mais il va perdre du plaisir. Puis c'est humain d'avoir des pannes de désir, des fois, d'être moins dans la sexualité. On chicane, tu sais, il y a des raisons. Fait que le gars, pour pas perdre ce sentiment-là, il va consommer de la porno, il va aller tromper sa blonde, il va avoir une aventure, il va aller voir une prostituée pour se rassurer que non, OK, c'est beau, je suis correct. Je vais en lire un autre ici. Un vrai homme ne doit pas exprimer ses émotions de vulnérabilité telles que la peur et la peine. Il doit réussir socialement et financièrement autant sinon plus que sa conjointe et subvenir majoritairement aux besoins de sa famille. Puis je pense que je vais terminer, je vais les descendre, Yvan, parce que je trouve que c'est porteur. Peut-être qu'il y a des hommes qui vont se reconnaître là-dedans. Un vrai homme doit posséder une voix forte, symbole de sa puissance et faire preuve de leadership et d'autorité, autant sur le plan familial que sur le plan professionnel. Sur le plan matériel, il est censé être débrouillard et pragmatique. Et finalement, un vrai homme n'est pas censé être à l'aise et compétent en ce qui concerne l'éducation des enfants. Il doit donner son affection en gardant une certaine distance. Écoute ça, je te parle de ça, ça vient me toucher parce que j'ai vécu ça d'une certaine façon. Mon père vient d'une génération qui est basée là-dessus. Tu sais, comme s'occuper de la sensibilité des enfants ou des enfants côté émotif, ça c'est la femme qui s'occupe de ça. L'homme, déjà en partant, ne se voit pas comme compétent pour faire ça. Et pourtant, le jeune garçon ou la jeune fille a tellement besoin du côté masculin à ce moment-là. Il y a quand même un impact important là, à ce niveau-là pour les enfants. Il y a une transmission qui se fait, oui, c'est ça. Tu sais, ça me fait penser, moi j'ai une fille, et moi j'étais terrorisé à l'idée d'avoir un enfant. Parce que
pour moi, c'était clair que j'avais pas les aptitudes Hmm. pour avoir un enfant. Puis, toujours quelque chose qui me touche, ça, tu sais. Moi, ma fille, on est très, très, très proches, tu sais. Puis, j'ai toujours été proche d'elle, mais avec le sentiment que j'en faisais jamais assez, que j'avais pas le tour, que c'est pas moi. Tu sais, c'est plutôt sa mère qui l'a, c'est pas moi, tu sais. Puis, ma fille m'a toujours dit le contraire, là. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de gars très engagés avec leurs enfants. C'est vrai. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, on n'avait jamais vu ça. Deux gars qui marchent avec chacun leur bébé, moi, ça me fascine. Je vois ça sur la rue, là, je fais « Wow, OK, on n'est pas à la même place. » là, tu sais. Puis ça, c'est une bonne chose. C'est une grande avancée, ça. Ah oui, ah oui. Pour le père, parce que nous-mêmes, moi, je pense que mon père, il avait le goût d'être proche de nous. Mais tout son conditionnement faisait qu'il y avait un obstacle à la relation. Mon père avait souvent l'impression, il disait ça à ma mère, « Ah, les enfants m'aiment pas. Hein. Ah, Ben, il ne crée pas le lien. » Tu sais, il n'avait pas la capacité. Mon père, moi, c'est un petit truc à un moment donné que j'ai remarqué. Je n'étais pas vieux, peut-être 17-18 ans. Il parlait pas beaucoup, bien sûr. Mais quand il prenait une bière, mon père ne buvait pas. Il prenait une bière, il se mettait à parler. Et j'avais remarqué, fait que de temps en temps, je disais, tu veux-tu une bière, papa? Mais mon but, là, c'était qu'il me parle. Fait qu'il prenait même, ça me touche de compter ça. Il prenait sa porter, puis là, il me parlait de sa vie, de son enfance, de lui. C'était des bons moments, tu sais. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une époque où l'alcool, ça devenait comme une porte de sortie pour les hommes pour pouvoir, tu sais, je pense Se toujours vivre. ouais, se livrer. Je pense toujours à cette espèce d'image-là, les gars en voyage de pêche, là, tu sais, après une coupe de bière, là, peut-être, éventuellement, il va prendre son chum par le bas. Ouais, Hey, ouais. je vais te dire de quoi, là. Hey, toi, je t'aime. Ben ouais. Mais tu sais, c'est là que ça se passe, Ben tu ouais, sais. c'est ça. Fait qu'il y avait quelque chose ou besoin de geler quelque chose pour que ça puisse sortir. Ben, pour que l'affectif se vive. Puis t'as raison, tu sais, une des premières affaires qu'on voit quand les entre gars commencent à être réchauffés, commencent à se dire qu'ils s'aiment, puis tu sais, qu'ils sont bien ensemble, puis c'est le fun. Les besoins affectifs sont là. Besoin d'aimer, d'être aimé, d'être en lien, d'être relié. On a tous besoin comme humains. Mais pour un gars, il se laisse pas aller à ça, ben il va manquer à ses besoins. C'est là l'artisan, encore une fois, son propre malheur. Moi, c'est quelque chose que j'ai plaisir à faire avec les gars maintenant. De créer le lien, tu sais, d'exprimer de l'appréciation, puis... Et ça se développe. Ça se développe. Parce que c'est des besoins affectifs. Plus tu as de besoins affectifs satisfaits, plus tu es heureux. Moins tu en as de satisfaits, moins tu es heureux. Fait que si à cause que tu es un gars, tu peux pas t'occuper de tes besoins affectifs, ben tes chances d'être heureux, là, ils ont diminué. Il y a un gros chemin à faire pour se rendre là. Oui, là, oui. C'est le chemin, en fait, c'est le chemin que tu invites d'une certaine façon les hommes à faire, aller vers leur sensibilité afin d'apprendre à se connaître, Ouais. d'apprendre à savoir leurs besoins, c'est quoi. Ouais. Et moi, j'ai fait le CRAM ma première année au Centre OK. de relations d'aide de Montréal. Yvan, ça fait 7 ans de ça, j'ai 54 ans. Pour la première fois, j'ai appris que j'avais des besoins. Moi, avant ça, j'avais besoin de rien. J'avais besoin de personne. J'avais pas besoin de valorisation. J'avais pas besoin d'amour. J'avais pas besoin de reconnaissance. Moi, j'étais au-dessus de tout ça. Je m'étais fait une espèce de carapace de gars supérieur. Sans besoin. Sans besoin. Et ça m'a tellement rentré dedans. Juste cette étape-là de reconnaître que j'avais des besoins me demandait de briser cette façade d'orgueil que j'avais, puis d'aller rentrer à l'intérieur de ça, puis de me connecter à ma propre vulnérabilité. Waouh, j'en ai des besoins, mais j'ai tellement peur de m'en occuper. J'ai tellement peur des nommer. J'ai tellement peur d'être rejeté. Si quelque chose descend de là, puis de commencer à se rendre compte qu'on a des besoins, les gars, dans cette espèce de carcan-là dans lequel on est appris à grandir. Avoir besoin, c'est être vulnérable. Et un des premiers principes du conditionnement masculin, c'est de ne pas être vulnérable. Pas donner de pouvoir. Il faut être fort. Donc, une des choses qu'on rejette puis qu'on perd, c'est l'accès à nos besoins. Être vulnérable, c'est accepter qu'on a peur. Ça, c'est l'émotion, Sébastien, la plus rejetée chez les gars. La peur. La peur. Ah, ça, là, avoir peur, là, ça c'est grave, ça.
le nombre de fois dans mon bureau que un gars me parle d'une situation, puis je vais dire « Ah ouais, ça t'a fait peur », puis qu'il va me répondre « Non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. » OK, c'est bon. Je m'ostine pas. On continue. Puis là, à un moment donné, non, ça me questionne. OK, ça te questionne. Donc, on continue. Puis là, ça finit par, je suis un peu inquiet. OK, ouais, c'est ça. Bon, t'as peur. Tu sais? Mais c'est pas tant un jeu de mots. Si tu veux réussir à bien t'occuper de toi, il faut l'accès au senti. Ouais, j'ai peur. Caroline, j'ai peur de perdre ma blonde quand elle parle avec tel gars. S'il vit ça, mais il n'est pas capable de mettre le mot puis d'y avoir accès, comment il va s'en occuper? Bien, il va réagir défensivement, il va la juger, il va la critiquer, il va la contrôler. Tu sais, moi, j'ai travaillé en violence conjugale et on faisait de la thérapie de groupe. Tous les gars qui étaient là, c'était de l'insécurité affective. Il avait peur de perdre. Puis comme on ne s'occupe pas de nos besoins affectifs, bien, ils ressortent juste avec une personne. Puis tous les besoins sont dépendants d'elle, sans que j'ai à le nommer, il faut qu'elle s'en occupe. Bien, s'il y a une menace de perdre ça, c'est là que le gars va devenir contrôlant. Puis là, il embarque un système. La violence conjugale, c'est un système. C'est un système de contrôle sur l'autre pour ne pas le perdre parce que je ne veux pas souffrir d'insécurité affective. Je ne veux pas perdre ça. Puis je ne suis pas capable de m'occuper de moi. Donc, il ne faut pas que je perde elle parce que si je la perds, mais c'est ça. Comment je vais m'occuper? Je ne suis pas capable. Fait que je vais être en détresse bien raide. Fait qu'il ne faut pas que je la perde. Fait que c'est un peu ça, finalement, la prison. De ne pas connaître ses besoins, on n'est pas capable de s'en occuper. Si on n'est pas capable de s'occuper de ses besoins, on est en train de compenser quelque part automatiquement d'une façon défensive, finalement. Peux-tu expliquer un peu ce concept-là? C'est quoi un comportement défensif? Oui. Bien, un mécanisme de défense, c'est un mécanisme de survie qu'on a développé enfant et qui était nécessaire parce qu'on est dans une situation de dépendance. T'sais? Puis tu apprends à te défendre par modèle. Tu catches ça autour de toi, puis contrôle, puis rationalise. Tu prends ça, puis en plus, si tu es un gars, tu vas avoir tendance à t'identifier à ton père, mais tu vas prendre des affaires aussi de ta mère puis de d'autres. T'sais. Un mécanisme de défense rendu plus tard, quand tu n'es plus en situation de dépendance, c'est un réflexe. C'est bien fin, tu n'as pas besoin d'y penser. Ça se fait tout seul. Un mécanisme de défense, c'est un réflexe qui pense à court terme. Okay. J'ai peur de perdre ma blonde. Sans même réfléchir, je vais commencer à la critiquer. Je comprends. Dans ses relations. Un mécanisme de défense, ça a une autre caractéristique, d'en plus de penser à court terme, c'est que ça va t'attirer exactement ce que tu veux pas. Tu as peur de perdre. Tu te mets à critiquer, à contrôler. Et lentement, l'autre personne étouffe, elle recule. Tu as plus peur de perdre, elle recule. Tu vas la contrôler encore plus, tu vas commencer à lever le ton, tu vas commencer à l'intimider. Elle va reculer, puis elle va être de plus en plus malheureuse. Tu vas le savoir qu'elle n'est pas heureuse. Fait que là, tu vas avoir encore plus peur. Fait que là, tu vas commencer à essayer d'abrutir ses pensées en disant « Mais voyons, c'est toi, là, tu t'en fais pour rien. » Puis, il y a un cercle vicieux là, qui est en train de avec les mécanismes de défense, oui. Puis, le bout de ligne de ça, c'est que tu vas la perdre. Et là, tu vas trouver ça dur en tabarouette. Là, tu vas en rencontrer une autre. Tu vas avoir encore plus peur. Tu vas mettre encore plus de défensive. Exact. Un mécanisme de défense, c'est un réflexe inconscient pour se défendre d'une zone sensible, d'une peur, et qui va t'attirer exactement ce que tu veux pas. Puis, quand je nomme ça, il ne faudrait pas commencer à voir ça comme des bêtes noires, là, on a tous ça, à divers degrés. C'est clair, ben oui. Mais plus tu sais t'occuper de toi, moins tu as besoin de te défendre. C'est ça l'affaire. Si tu as de l'insécurité, moi je me rappelle, la mère de ma fille, j'étais en première année au CRAM. À chaque fois que tel gars venait lui parler, je m'en allais. C'était un réflexe. J'avais même pas besoin de réfléchir. Il lui parlait, je partais. Là, à un moment donné, elle me dit, coudonc, à chaque fois que je parle avec ce gars-là, tu t'en vas. Pas conscient. Mécanisme de défense, inconscient. Ah, je sais pas, je m'en allais là-bas, là. J'avais d'autres choses à faire. Elle a dit, mais non, tu t'en vas à chaque fois que j'y parle. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai mis le mot jalousie. Hein? Je suis jaloux. Fait que là, je me suis arrêté. Comment ça que je suis jaloux de lui?
Parce que j'en ai parlé avec ma blonde du temps. Tu m'avais dit que je m'éloignais, je t'avais dit que je t'en reparlerais. Ben, j'ai réalisé que j'étais jaloux, en fait, quand ce gars-là te parle, tu sais. Je suis jaloux parce que, à mes yeux, à moi, ce gars-là, il correspond à un gars plus intéressant. Il est grand, il a une réussite financière, il s'exprime facilement. Fait que moi, dans ma tête, sans m'en rendre compte, je me dis, mon Dieu, pour elle, c'est bien plus intéressant. Exact. Puis ça avait été extraordinaire comme conversation parce que à ce moment-là, elle m'avait dit, tu me connais mal. C'est pas mon genre de gars. C'est toi, mon genre. T'sais? Fait que ça a créé quoi? De la sécurité affective. Mais là, tu parles de relations, puis là, j'aime ça où tu t'en vas par rapport à ça. Parce qu'on a parlé des mécanismes de défense qui sont des automatismes, finalement, pour se défendre d'une partie sensible de nous, et on attire ce qu'on veut pas. Donc, le chemin pour l'homme, et pour toute personne, mais bon, on parle des hommes ici, ni plus ni moins, c'est de se reconnecter à sa sensibilité, d'apprendre à se connaître davantage, à pouvoir nommer ce qu'il vit, et là, à le communiquer. Donc, en relation Ben oui. avec d'autres personnes. À s'occuper de lui. À s'occuper de lui, mais dans la relation. Puis il y a de la magie qui se passe à ce moment-là. Il y a oui. quelque chose qui se passe. Ben oui, ça change beaucoup. Tu sais, Colette Portelance, c'est toute l'œuvre qu'elle a faite, là, tu sais, de la connaissance de soi, puis de la communication, puis de la liberté en relation, puis créer les liens forts. Mais être un gars, c'est tout l'inverse de ça. Tu sais, fait que ça demande un travail d'humilité. Les gars, de lâcher notre ego, notre orgueil, de vouloir être fort pour devenir ce que t'es. C'est ça le titre de mon livre. Devenir un homme vrai, c'est devenir ce que t'es. Comme homme, mais réellement, t'es un gars qui peut être jaloux. Ben, gars, t'es un gars qui peut être jaloux. Mais c'est pas grave d'être jaloux. C'est les défensives de la jalousie qui sont problématiques. Mais si t'es jaloux, c'est parce que tu tiens à cette femme-là, t'as peur de la perdre, tu trouves que ce gars-là paraît bien, bien, tu as besoin de te sécuriser. C'est humain d'aimer quelqu'un puis d'avoir peur de le perdre. Mais si, parce que tu es un gars, tu ne peux pas t'occuper de ça, les défensives vont embarquer. Les gars ont de la misère à faire ça tranquillement, pas vite. Ils commencent à apprendre à le faire. Il y a des modèles, il y a des gars comme toi qui écrivent des livres là-dessus. Évidemment, on le voit, il y a quelque chose à propos des hommes qui est en train de se passer. Mais dans la réalité, là, l'impact de tout ça, là, le taux de suicide, on sait, Statistique Canada le dit, il est 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Est-ce que ça peut être en lien, Yvan, avec le fait que les gars, ils ne savent pas comment s'occuper d'eux autres? Ils ont de la misère à... Ben oui. Ils ont de la misère à se connecter avec qui ils sont à l'intérieur. Ils sont démunis, finalement, d'une grosse partie d'eux. Démunis et impuissants. Impuissants. Ouais. C'est-à-dire que tu souffres dans une situation et tu es impuissant à t'occuper de toi. Et là, tu vas continuer à souffrir. Et à un moment donné, par survie, ça va te prendre une défensive. Tu sais, tu l'avais souligné, puis c'est bien drôle des fois, bien drôle, bien spécial, les synchronicités. Moi, ce livre-là, il m'a pris 10 ans de travail. En fait, moi, quand j'ai commencé cette recherche-là, je voulais trouver qu'est-ce qui allait pas, ma fameuse question de l'adolescence. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, OK, je m'écoute pas parce que je suis un gars. Le fait d'être un gars, j'ai pas le droit d'avoir de peine, j'ai pas le droit de peur, j'ai pas le droit de m'occuper de mes besoins. Et c'est là que j'ai commencé ce travail-là, de récupérer ça. Et je l'ai terminé 10 ans plus tard. Parce que c'est pas quelque chose de technique, je ne pouvais pas écrire ça. Parce que je m'observais aller, je travaillais avec des gars, j'ai pas pris ça dans d'autres livres, là, les masques puis tout. Moi, je me suis posé la question, comment ça, comme gars, que je me masque puis je m'écoute pas? C'est quoi cette affaire-là? Et c'est ça que j'ai décrit là, avec les 3 types de masques. Et quand j'ai terminé, moi, j'allais au Bic, près de Rimouski, un petit village. Oui, un ami qui avait très un bien auberge. le Bic, oui. Oui? Oh oui, oh oui. Une belle place. Oui, j'ai rencontré une fille à un moment donné à cet endroit-là, puis j'ai passé un temps extraordinaire avec elle dans cet environnement comme un peu plus magique. Ouais. Alors oui, je connais le Bic. Fait que 5 jours par mois, la dernière année, j'allais au Bic, puis je finissais de le réviser, de corriger. Et la dernière fois que je suis allé, je m'en revenais, j'étais sur Radio-Canada, et là, il parlait d'un colloque qu'il y avait eu à Genève, en Suisse, sur la condition masculine. Plein d'intervenants. Et ils ont conclu les 3 jours du colloque
en disant que ce qui rend les hommes malades puis ce qui les tue, c'est leur silence. On sait ça. Mais ça demeure difficile de sortir de ce fameux silence-là. Premièrement, le reconnaître, le silence. Tu sais, il y a des gars avec qui tu vas parler, mais non, moi, je suis un gars qui s'écoute, moi, je suis pas silencieux. OK. Qu'est-ce que tu veux faire dans l'inconscience? C'est là que c'est plate, Sébastien, mais c'est des épreuves qui vont nous amener à réaliser. Ah, mon Dieu, je savais pas. Hein? Moi, ça m'arrive des fois de recevoir des gars, ils viennent en thérapie parce qu'ils ont fait des crises d'angoisse. Je ne veux pas rentrer dans tes affaires personnelles, mais j'allais dire, je sais pas si tu sais c'est quoi une crise d'angoisse. Certainement. Moi, je suis un gars qui en fait de l'angoisse assez régulièrement, je dois t'avouer. Puis, c'est tough. Ouais, des crises d'angoisse, c'est quelque chose à gérer, entre guillemets. Ouais. Ah non, t'es vulnérable là, au pas possible. Là. Complètement. Ouais. Complètement. Ben, les gars, ils viennent me voir parce qu'ils ont fait des crises d'angoisse, mais certains, sûrs que c'était une crise cardiaque, puis là, le médecin leur dit non, ton cœur est correct. Ton cœur physique est correct. C'est ton cœur affectif qui va pas bien. Il faut que tu ailles en thérapie. Et une des affaires qui transforme, c'est le refoulement des peurs, des insécurités, des anxiétés, qui touchent très souvent des zones sensibles, des blessures, puis qui n'ont pas appris à écouter, puis à s'occuper. Et là, c'est ce qu'ils apprennent. Puis là, ils réalisent que, ben voyons donc, je savais pas que j'avais autant de peur que ça. Ben, refoule tes peurs pendant 20 ans, là. Mécanisme de défense, t'attires exactement ce que tu voulais pas. Tu vas devenir tout un peu heureux. En fait, c'est un peu comme de dire tout ce à quoi on résiste persiste. Dans le fond, si on s'en occupe pas, ça va juste prendre de l'ampleur. Ouais. Moi, je le sais, mon anxiété, à un moment donné, il fallait que je l'adresse parce que je voyais que ça montait en flèche. Parce que mon mécanisme, c'était de me refermer sur moi, être en silence, pas en parler. Moi, je suis un gars, je suis fort. Moi, je suis pas supposé de faire de l'anxiété. L'anxiété, c'est être faible. Qui va vouloir d'un gars pour une fille qui est anxieux? Quelle fille va vouloir? Je portais tout ça à l'intérieur. Je comprends. Tu comprends-tu? Fait que mon anxiété, je la vivais par en dedans. Mais à un moment donné, ça m'a rattrapé, tu sais. Puis l'impact qu'il y a eu de ça, j'ai fait une dépression. D'avoir tout gardé ça pour moi en dedans, puis en même temps, constamment dans mes mécanismes de défense qui pour moi étaient performer, avancer, être le meilleur, être le top dans tout. Écoute, à un moment donné, ça l'a éclaté, tu sais. Puis j'ai payé le prix de plusieurs années à me remettre de tout ça. Bon, je peux en reparler de ça, mais moi, ça a été une bonne chose pour moi. Mais ça a quand même été la résultante de ça. Je ne voulais pas m'occuper de ça parce que j'avais honte de ça. J'avais honte de mon anxiété. Ben oui. Ben, c'est touchant de t'entendre. Puis tu disais tantôt, quelle fille voudrait de ça? Mais quel gars veut offrir ça à une fille qui est anxieux? Hey, le gars va cacher ça, là. Je dis pas que les filles cachent pas ça, puis c'est pas ça. Mais le conditionnement masculin fait que c'est encore plus rejeté de parler de l'anxiété, de l'insécurité, de la vulnérabilité reliée à cette zone-là. Là. Ouais. Puis avoir peur, être anxieux, c'est humain. Ben oui. Mais refoule-les. T'aimes pas ça, l'anxiété? Mais tu vois, Yvan, c'est à la lecture de ton livre, justement, quand je te disais au début de l'entrevue, il y a plein de choses que je me rends compte que je porte encore en silence. Ah oui, OK. Que je porte encore en silence, puis que je me dis, wow, j'ai vraiment besoin de me dévoiler là-dedans, puis de commencer à m'ouvrir pour, justement, pas rester pris avec ça. Parce que c'est clair pour moi, depuis le chemin que je fais, je me rends compte que communiquer, d'exprimer ce que je vis par en dedans, d'arrêter de le garder pour moi, puis de commencer à le dire, de rentrer dans ma vulnérabilité d'abord face à moi-même, puis de me dénoncer d'une certaine façon, c'était extrêmement libérateur, mais ça demande du courage. Oui, j'aime ça ce que tu parles de toi, là, parce que ça rejoint plein de gars, Sébastien. Plein de gars. C'est des épreuves qui, à un moment donné, font briser les masques. Craquer les masques. Puis, il y a, tu sais, le mouvement MeToo, je trouve que ça nous invite à ça, nous autres, les gars.
nos comportements défensifs ont fait des torts aux femmes, à d'autres gars, puis à nous. À nous. Exact. Fait que là, cette invitation-là, là, c'est pas juste de dénoncer nos comportements défensifs, mais c'est d'apprendre à mieux s'occuper de nous. J'ai toujours pensé que avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, l'homme a besoin de se guérir au sein de son propre clan, a besoin d'avoir des exemples, a besoin d'entendre des hommes parler de leur sensibilité. On a-tu des exemples en ce moment pour inspirer les gars à aller vers ce chemin-là intérieur, d'aller se rencontrer, de se découvrir, puis d'apprendre à prendre soin de soi? Tu sais, d'abord, moi, les personnes qui m'ont aidé le plus à évoluer, ça a été des femmes. Ça, Colette Portelance, pour moi, elle, c'est... Écoute, c'est un génie, c'est un chercheur infatigable. Juste pour le dire, le Colette Portelance, c'est elle qui a créé le Centre de relations d'aide de Montréal. Oui. Ça fait 37 ans que ça existe. OK. C'est elle qui a créé ça. C'est à partir d'un doctorat qu'elle a fait. Et elle a parti l'approche non directive créatrice. C'est une femme. Elle m'a aidé à avoir accès avec ce qu'elle a créé. Tu sais, puis les thérapeutes que j'ai eus, ça a souvent été des femmes, tu sais. Moi, ce que j'observe, qui est un ajout à ça à un moment donné, c'est que d'entendre un autre gars parler de lui, ça a une saveur différente. Parce que moi, je le vois, puis je l'entends souvent dans les groupes que j'ai, dans des conférences que je donne. Quand je parle de quelque chose de sensible, là, les gars, ils me regardent, puis OK, il a l'air d'un gars, il parle de lui. Ça veut dire, si je parle de moi, je vais rester un gars. C'est ce raisonnement-là qui n'est pas conscient. C'est ça que ça fait. C'est un grain de sable, ça, là, dans le désert, mais imagine tous les gars qui en voyant d'autres gars le faire, ça défait le schème masculin qu'il faut toujours être fort, puis ça donne le droit de dire « Hey, sais-tu, j'aime pas ça, cette affaire-là. Hey, sais-tu, ça me fait de la peine, ça. Hey, sais-tu. » C'est de mettre des mots sur ce qu'on vit qui libère. Mais si tout un conditionnement masculin, il te dit « Non, 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 non. Non, non, tu libères pas ça, mon gars. Parce que si tu libères ça, t'es pas un vrai gars. T'es un faible. » Exact. Puis c'est rentré, ça. Mais où aller ta capacité, ton pouvoir à être heureux? Il n'y en a pas. Fait que c'est ça le mouvement qui doit se faire. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de gars en ce moment? Ça n'en prend plus de gars comme toi, comme moi, comme d'autres. Il y en a, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais ça n'en prend plus de gars qui accueillent leur sensibilité, leur vulnérabilité, puis tout en restant un gars. Tu sais, moi, on a eu une petite discussion là-dessus, toi et moi, tu sais, puis je le ramène là. Déjà, c'est une erreur. Quand un gars parle de sa sensibilité, puis qu'on lui dit « t'as un beau côté féminin », c'est parce que tu viens de jouer dans son identité. Exact. Tu sais, le petit gars qui a 9-10 ans, qui pleure « oh, il est sensible, il a un beau côté féminin ». Je connais le principe féminin, masculin, yin-yang, puis tout ça, puis je suis tout bien beau, là. Mais moi, je dis toujours, quand j'ai fait ma recherche pour écrire ce livre-là, je disais en blague, moi, j'ai regardé, j'ai fouillé partout, j'ai rien de féminin. C'est rien contre les femmes, c'est pourquoi pas donner de la valeur que, non, mes larmes, c'est un gars, c'est des larmes de gars. Ma peine, c'est un... Pour que les autres gars, ah ben oui, c'est vrai, avoir des larmes, c'est gars. C'est être gars, ben oui, c'est être un gars, moi, je... Donner la nature masculine à ma vulnérabilité. Si j'ai de la peine, c'est une peine de gars. Parce que je suis un gars. La vulnérabilité fait partie de l'identité du gars. C'est ça qu'il faut intégrer. Autant que sa virilité, finalement. C'est ça qu'il faut unifier. Ouais. Yvan, ton livre, Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme, il y a une grosse partie de ton livre où on parle des masques masculins. On va regarder ça plus en détail dans un prochain épisode qui s'en vient, mais j'aimerais ça que tu nous en glisses un mot maintenant. C'est quoi les masques masculins? Un masque, c'est un mur. C'est une cloison. C'est un mur affectif et relationnel. C'est un mur qui commence d'une coupure avec soi-même. Je vis de la peine. J'accepte pas cette émotion-là. Cloison, mur. Et je présente de la rationalisation, de la dureté. Et l'autre bord, je vais avoir cette attitude-là. Donc, ça crée un mur
avec moi, avec l'autre. Toutes sortes de différents masques qu'on va détailler selon les enjeux. Peur de s'humilier, peur de donner du pouvoir, peur de se sentir coupable. Tout ça, c'est pas conscient. Mais le masque, c'est une façon de cacher à soi-même d'abord une partie de soi qu'on rejette, qu'on n'accepte pas, puis qui va nous entretenir dans le manque relationnel avec les autres, puis dans le manque relationnel avec soi aussi. Fait qu'on en parlait tantôt, la façon défensive, le masque, ça n'est une défensive chez l'homme. Une façon de se défendre de sa sensibilité, porter un masque. C'est ça, c'est une défensive. Fait que ça, qu'est-ce qu'on va regarder dans le prochain épisode qui s'en vient? Écoute, je pense qu'on va conclure ça là, cette première partie de nos entrevues, Yvan. Je voulais te remercier. Je voulais te remercier de t'être prêté au jeu, d'avoir accepté mon invitation, puis qu'on commence à avoir une conversation pour donner un coup de main aux hommes. En tout cas, je le souhaite profondément que l'échange qu'on a eu ait pu éclairer puis inspirer des gars à aller vers un cheminement intérieur, prendre soin de ses besoins, puis sortir de cette prison-là du silence. Tu sais, moi, ce que je pense, c'est que le MeToo a été une invitation. Là, le relais est à nous. Faisons-nous aussi des invitations. Puis la meilleure façon d'inviter un gars à s'ouvrir, c'est que nous, on soit un gars ouvert. Puis je trouve que c'est ça qu'on vient de faire. Hey, merci beaucoup. Le livre d'Yvan Faneuf, Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme, est disponible un peu partout, hein, Yvan, quand même. Ouais, faut le commander, là. Faut le commander. Ouais. On peut le trouver sur Amazon, on peut le trouver au Centre de relations d'aide de Montréal aussi, ou dans les librairies. Puis, je vous invite aussi à laisser des commentaires, soit sur notre page Facebook, Sébastien Toupin, Le chemin vers soi, ou sur notre chaîne YouTube. Laissez des commentaires, parlez-nous, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on a parlé aujourd'hui? Y a-t-il des choses en particulier qui vous ont interpellé, intéressé? Qu'est-ce que vous pensez de la condition des hommes aujourd'hui? Fait que n'hésitez pas, moi je vais lire tout ça, c'est toujours super intéressant de vous lire. Fait que merci beaucoup, à la prochaine. Yvan, encore merci.